Bonsoir. Plusieurs foyers plongés dans le noir. Depuis quelques semaines, des coupures intempestives d'électricité sont constatées dans plusieurs communes d'Abidjan et sa périphérie. À quoi sont-elles dues? Que dit la compagnie ivoirienne d'électricité? Quelles solutions pour les populations? Nous y reviendrons. Et hors de nos frontières, l'initiative COVAX se concrétise au Ghana. Le pays de Nana Akufo-Addo est le premier au monde à recevoir sa livraison gratuite de vaccins contre le coronavirus. Les détails dans le Live Actu. Et ce soir, il sera question de représentation permanente de la Côte d'Ivoire aux États-Unis et les Ivoiriens qui y vivent. Pour traiter de ce sujet, nous aurons avec nous son Excellence M. Amadou Aïdara. Il est ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, bonsoir à vous qui nous prenez en marche, en ce moment. On est très heureux d'être en votre compagnie. Et on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Live Talk. Nous sommes mercredi et c'est l'acte 3 de votre rendez-vous avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Match de team est au complet, au taquet. Elle est en forme. Bonsoir Serge, comment ça va? Bonsoir, bien, merci. Merci. Anacine. Bonsoir Brice. Edith Bourbleu. Bonsoir Brice. Avec les lunettes ce soir. Effectivement. Très bien. Et le sourire de notre Shine. Hello Sophie, Brice. comment ça va? Ça va et toi? Fine and you? I'm great. Thank you. Aujourd'hui, very important to speak English. Hein? J'ai pas compris, mais Very important to speak English. that's right. Thank you very much. On va commencer tout de suite avec notre tour quotidien de l'actualité. Ce qui fait l'actualité ici et ailleurs dans le monde, c'est maintenant. C'est dans le Live Actu. Ça va vite. Hein? Ça fait du mal quand même. J'imagine la rapidité avec laquelle tu fais Très ça. bien. On va parler de coupure d'électricité. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez constaté quelque chose depuis quelques jours. Bien sûr que oui. Et ça On fait en plaisir rigole qu'on parce en que parle. oui, on On en en rigole rigole, parce faut que je pas pense que voilà, faut pas en pleurer. Mais oui, effectivement, après dépendamment des zones, mais depuis un moment, c'est des coupures et à répétition, c'est ça le drame. Ouais. Et à répétition, dans des délais assez, on va dire, restreints, ce qui peut même envoyer à gâter certains appareils, ça fait même peur. Hein, pour J'ai mon certains frigo qui a ménages. commencé à faire un bruit bizarre quand le courant revient. J'ai peur que le moteur ne soit pas. Moi, j'ai endommagé. pas d'onduleur pour ma télé, j'ai un petit peu peur. Ah oui, je pense que c'est le moment de s'équiper en Ouais. onduleur. Moi, j'ai prévu de le faire. Mais en général, je pense que ce sont des zones qui sont situées à la Rivera. Ouais. Rivera 3, Bergerville et je crois également Et puis Bassam. Grand Bassam, Bassam également. Et Port-Boué aussi. Et Port-Boué également. Donc je crois qu'il y a une fois, en termes de localisation, je crois qu'il y a Abidjan, la périphérie. Effectivement. Donc, Et les zones d'extension. En tout cas, ils ont été nombreux, ces habitants de ces quartiers-là, constater depuis un moment, Oui, à se plaindre sur les à se réseaux plaindre sur les sociaux. réseaux sociaux, à constater que il y avait beaucoup d'interruptions au niveau de la distribution d'électricité dans leur quartier. Comment ça se produit D'ailleurs, nous avons, lorsqu'on préparait cette émission-là, joint la compagnie ivoirienne d'électricité. Et puis on a eu quelques informations en attendant, selon l'invitation qu'on leur a lancée, qu'ils trouvent le temps d'être présents sur ce plateau-là. En tout cas, des informations, les premières qu'on a reçues, c'est que cette coupure d'électricité n'est pas un délestage. Oui, non, c'est pas un Ce qu'ils nous ont dit. délestage de ce que la CIE nous a dit. Parce que le délestage, c'est une Par définition. insuffisance Un rationnement. d'approvisionnement qui amène à un rationnement Très bien. dans lequel on privilégie certains secteurs, notamment la santé, les pompages de courant et d'eau aussi. Donc du coup, on est amené à couper peut-être commune par commune pour essayer justement de privilégier ces différents secteurs que j'ai cités plus tôt. Donc on n'est pas encore dans ce cas-là. Ce genre de cas, je crois que la Côte d'Ivoire les a connus dans les années 84. C'était la grande crise de délestage. Et jusqu'à il y a quelques années encore. Oui, on avait eu un 2010 blackout, aussi. Et jusqu'à 2010. quelques années encore au Burkina Faso où j'ai vécu, la période d'avril, c'est une période où on vous prévient qu'il y a un délestage. On vous donne même des heures pour dire Le dernier délestage en Côte d'Ivoire, ça a commencé à aller, on va dire, février 2010 jusqu'à février, avril. En tout cas, on avait eu un c'est gros blackout le- dans toute je pense presque tout le territoire.
un gros blackout pendant cette période. Il y avait même des tweets et tout. En tout cas, le délestage au Cameroun est toujours bien présent. Et puis au Nigeria, par exemple, c'est près de 260 heures de coupure d'électricité par mois. Voilà. Donc, on est bien loin de ce processus, enfin de cette situation de délestage. Ouais. Ensuite, de ce qu'on a reçu comme information, je crois qu'il y a des travaux. Oui, alors des travaux qui, je pense, et toujours selon la compagnie ivoirienne d'électricité, justifient en fait le fait que ces zones-là soient les zones d'extension. Donc les zones à un fort développement d'urbanisation. d'urbanisation. Développement d'urbanisation, notamment Riviera, Faya, Bingerville, Port-Boué, et sur la zone de Bassam, on sait très bien que ce sont les nouvelles Eldorado, tout le monde commence à y aller pour y habiter, donc ils sont confrontés à ce souci de développement urbain et qui sont en train d'essayer de régler pour améliorer justement les conditions de vie des uns et des autres. Donc c'est un peu en substance ce qui revient de l'explication de la compagnie ivoirienne d'électricité, quand on sait que nous sommes dans une période chaude. Oui. Et pardon Serge, mais la phrase exacte, on cherchait... Oui, la phrase exacte que la CIE, en tout cas l'équipe de la CIE a donnée, c'est problème technique lié à des limites de capacité des ouvrages de distribution. Et ces quartiers-là sont dans des zones à fort développement urbain. En fait, je pense que ce que la CIE a voulu nous dire, en fait, c'est que ce fort développement, en tout cas ce développement effréné de ces zones urbaines, de ces nouvelles zones urbaines, donc en périphérie d'Abidjan, comme tu le dis, je pense qu'ils veulent nous dire que finalement, les infrastructures qu'ils devaient mettre en place, ils n'ont pas pu suivre en fait, ce développement effréné dans ces zones. On va pas donc parler pour eux, on va juste dire ce qu'ils nous ont dit, je pense. Et puis, de toute façon, je pense que l'invitation est toujours lancée pour les recevoir sur ce plateau. Est-ce que justement, cette situation ne pousserait pas peut-être à se poser la question si la concurrence pourrait aider à pallier à ce problème? Leur contrat a été reconduit juste pour 12 ans encore, donc il n'y a pas de concurrence. Donc il n'y a pas... Alors, leur convention a été reconduite pour 12 ans, mais par contre, le gouvernement, enfin l'État ivoirien a ouvert ce secteur à la concurrence et au privé depuis quelques temps d'ailleurs. Après, on n'est pas forcément au fait de comment est-ce que ça fonctionne en ce qui concerne les appels d'offres, mais on nous a seulement dit que voilà, on a reconduit la convention pour la CEI, pour répondre à votre question. Et puis je pense que ce qu'il faut savoir également de ce que la CEI nous a donné comme information, c'est que ces coupures, je pense les plaintes sur les réseaux sociaux ne sont pas liées à ce qui s'est passé à Port-Boué. Je pense que c'était hier, donc ce qui s'est passé à Port-Boué. Hier matin, très tôt. Voilà, qui est lié au fait que dans la zone du quartier abattoir, il y a eu une sorte de vérification des agents de la CIE, de contrôle. C'est une zone, comme ils nous l'ont dit, ces messieurs de la CIE, à fort taux de fraude, en fait. Donc, du coup, ils ont le droit de se saisir d'huissiers accompagnés de forces de l'ordre pour, tardivement la nuit ou très tôt le matin, aller procéder à des vérifications, ce qu'ils ont fait justement, et ils se sont heurtés à la résistance des populations qui se posaient la question de savoir pourquoi est-ce que ça veut, à 3h du matin, à 4h du matin, on voyait des gens, soi-disant des agents de la CIE, qui venaient privatouiller peut-être dans les compteurs. Donc ne comprenant pas, ont mis en fuite les agents de la CIE, mais eux qui étaient accompagnés de gendarmes, les gendarmes ont tout fait pour disperser la foule, donc je pense qu'il y a eu des tirs lacrymogènes, il y a eu quelques arrestations. Donc la voie même internationale a été bloquée. C'est une voie internationale qui a été bloquée, donc c'est très vite parti, ça fait un effet de poudre sur la toile, donc tout le monde a commencé à en parler. Malheureusement pour nos amis de la CIE, ça tombe dans une période où effectivement la plupart des Ivoiriens, enfin vivant à Abidjan, se plaignent de coupures intempestives d'électricité. Le timing était... Entre Rive CIE. Le timing n'était pas forcément le meilleur. Mais en tout cas, je tiens à le rappeler aussi, parce que pour certains qui n'ont pas compris, on se disait, est-ce que la CIE avait le droit de venir vérifier les compteurs? Oui, selon la loi 2014, ils en ont le droit. Ils ont le droit d'opérer des vérifications, surtout... à ces heures-là, parce que je pense que c'est ça qui a créé la psychose, Sophie. La petite technique, c'est souvent, si certains fraudeurs que nous avons... non, vous avez compris. Donc l'idée c'est que la nuit, vous placez un dispositif que vous enlevez tôt le matin. Donc du coup, c'est pour ça.
vois ici. C'est un peu comme d'accord, votre ok. propriétaire de maison qui avait fait un encaissement, il vient très tôt le matin ou très tard. Je vois. Généralement, les perquisitions Je vois. de police se font Se à font à l'aube. 16 heures. Voilà. En tout cas, moi, je Ok. me mets à la place de la population qui, depuis un moment, se posait beaucoup de questions, et j'en fais partie, et qui se posait beaucoup de questions. C'est très important qu'on puisse avoir les vraies informations, parce qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe. Et je pense que le fait de donner l'information à la population lui permet à elle-même d'être impliquée dans le processus. On comprend que ce sont on va dire des problématiques de développement, d'extension et tout ça, mais il faut informer la population, il faut communiquer de ce qui se passe en temps réel, j'ai envie de dire. Et puis, je Et suis donc, très contente. les quelques points en tout cas qu'on a retenus, c'est que déjà, ce n'est pas un délestage. Voilà, donc, ce n'est pas une situation qui touche l'ensemble du pays. Donc, ce sont des zones très précises qu'on a citées, Bingerville, Port-Boué, Riviera, Riviera. Voilà. Et puis, le troisième point, donc, c'est lié à des travaux d'extension de certaines zones. Et puis, effectivement, il y a une question d'infrastructure. Donc, il y a un renouvellement des infrastructures. Renforcement des De infrastructures. certains Bon, ouvrages. alors, de quand on distribution. finit de dire ça, quand on finit de dire tout ça, déjà, il faut constater que ça crée de vrais désagréments Bien aux sûr. populations. Oui, Ouais, des c'est ça. Ça, c'est important. lorsqu'on... Qui doit je payer veux la dire- facture? Et on remarque que dans Des appareils défectueux. Exactement. C'est On ça. remarque que dans les publications, dans les plaintes sur les réseaux sociaux, la plupart des personnes qui se plaignent, il y a certaines heures pendant lesquelles se passent ces Oui, c'est discours. à partir ouais. de 22h. Exactement. Imaginez, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué. Déjà, toutes les rues sont complètement sombres. Et effectivement. Tu ne peux pas réchauffer de la nourriture si tu as envie de manger. Et tu peux pas te tu peux rafraîchir pas- parce Non, qu'on est tu dans peux une pas. période où il fait Exactement. extrêmement chaud en ce Exactement. moment. Donc c'est compliqué. Tu imagines, tu Ouais. rentres du travail, tu es fatigué. En C'est plus, d'ailleurs tu dois- une des raisons évoquées par la CIE, le fait que nous soyons dans une période Période chaude, chaude. où tout le monde, à ces heures-là, allume son climatiseur. ses appareils électroménagers, climatiseurs, réchauffer la demandent nourriture beaucoup et plus tout. Donc, d'énergie ça en demande de cette l'énergie. période, Et, ensemble, du coup, ça fait sauter les Je pense que c'est pour ça que c'est... Ça crée des baisses de tension qui font Oui. sauter des disjoncteurs et du coup... Alors nous, sur ce plateau, je tiens à le signaler, vous me permettrez de ramener ça à ce que je vais dire maintenant. Sur ce plateau, nous ne sommes pas les porte-parole de la CIE. Effectivement. Alors c'est pour ça que je voudrais officiellement, devant tout le monde, réitérer notre invitation aux responsables de la CIE pour que des Ils viennent explications plus d'expliquer. claires, Exactement. avec plus de détails, parce que nous, déjà, ce sont les informations qu'on a reçues, parce qu'on allait les Oui, on a fait chercher. un travail journalistique. Mais après, ce n'est pas notre devoir de faire un travail d'explication. Sur ce, on va passer à notre sujet, si vous le voulez bien. Et juste rapidement pour dire qu'il y a une autorité de régulation, l'ANARE. Je veux dire, lorsqu'on a le matériel qui est défectueux parce qu'on a une coupure de courant, on peut faire appel à l'ANARE. Maintenant, est-ce que l'ANARE prend, effectivement, est-ce que les plaintes faites à l'ANARE sont suivies? Est-ce que notre matériel est Ouais, dédommagé? moi, la première Ça, c'est une grosse question que je me également. pose, c'est comment est-ce que j'arrive à justifier et à prouver le fait que ce soit à Mon cause des appareil, coupures ma intempestives de la CIE télévision, que voilà. mon appareil est défectueux. Oui. Si on peut avoir un responsable de la NARE Quand ils aussi, sont- ça peut... On les attend, on les attend. Voilà, Voilà, il y a pas de on les problème. attend. Voilà, en tout cas, c'est une respectueuse invitation. C'est pas une convocation, c'est une invitation. Les Ivoiriens ont besoin de comprendre. Les Ivoiriens ont souffert, ils continuent de souffrir. Venez expliquer peut-être pourquoi. Et surtout, dans combien de temps le sera soulagement réglé. peut arriver, ça sera réglé. Voilà, on a juste besoin de savoir ça. Merci beaucoup. Un autre point, cette fois à l'international. Yes. On va parler de vaccins. Ouais, Voilà, c'est un point qui me tient particulièrement à cœur. particulièrement d'accord, on a vu ça Moi aussi, hier. vous comprendrez pourquoi. À vous aussi, Je ne suis pas sûr que ce soit dans le même... pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Très bien. Alors, c'est le Ghana qui reçoit donc la première livraison mondiale Ouais. de vaccins COVAX. Ça, c'est important. Exactement. Donc depuis ce matin, donc mercredi 24 février à 7h GMT, le Ghana est officiellement donc le premier pays au monde à recevoir la livraison de vaccins gratuits COVAX, je précise gratuit. Donc rappelons quand même qu'officiellement le Ghana a enregistré 80 759 cas de coronavirus, dont 582 morts. Mais évidemment, ces chiffres sont considérés comme sous-évalués, étant donné que le nombre de tests réalisés reste quand même faible. Donc 600 000 doses de vaccins AstraZeneca Oxford ont été expédiées par l'UNICEF depuis Mumbai. Donc c'est le nombre de doses de vaccins que le Ghana a reçu ce matin. Une acquisition qui a été rendue possible, comme on le disait, par le dispositif COVAX, qui... pardon. À cause de la Covid-19, excusez-moi. Voilà, donc il y a pour objectif de fournir aux pays à revenus faibles et intermédiaires des vaccins contre le Covid-19 en évitant que les pays riches, justement, ne s'accaparent les doses fabriquées en quantité beaucoup trop réduite pour l'instant pour répondre à la demande mondiale. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, donc, le 22 février dernier, le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Très bien. j'espère que je prononce bien,
avait même accusé certains pays riches justement de saper le dispositif COVAX. Et puis il a dit en ces termes, certains pays riches sont actuellement en train d'approcher les fabricants pour s'assurer l'accès à des doses de vaccins supplémentaires, ce qui a un effet sur les contrats avec la COVAX. Il a également ajouté que le nombre de doses allouées à COVAX a été réduit à cause de cela. Donc je pense que c'est une très bonne initiative qui est prise. Donc pour l'OMS et l'UNICEF, cette livraison en leurs termes, représente le début de ce qui devrait être la plus grande fourniture et distribution de vaccins de l'histoire. C'est énorme. Et donc le mercredi 17 février, par contre, le Sénégal se faisait livrer 200 000 doses de vaccins du laboratoire chinois Sinopharm. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Sinopharm. Vous avez entendu parler de ça? Oui, oui. Ouais. Donc voilà. Et puis en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, parce que je sais que c'est la question que beaucoup se posent, depuis le 19 février, le professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé, a annoncé que pour fin février, on allait recevoir les premières doses du vaccin en terre ivoirienne. Donc on a encore quelques jours jusqu'à dimanche. On espère en tout cas que d'ici vendredi, oui. le 26 février... Oui. Donc il y a deux choses. De toute façon, quelqu'un aurait dit, c'est en ce sens-là que cette maxime selon laquelle c'est l'hôpital qui se fout la charité. Oui, parce que alors, le gars qui fabrique les vaccins, ouais. De façon très concrète, il y a des gens qui viennent payer. Puis à un moment donné, non, il y a des vaccins qu'on est en train de chercher à subventionner, qu'on envoie en Afrique. Peut-être que les autres vont privilégier ceux qui payent. Oui, non, évidemment, c'est pour ça... Pour aller dans votre sens, excusez-moi, mais bon, moi je vais carrément aller, je vais vous prendre à contre-pied. Moi j'ai juste envie de faire mon Serge Kouachi sur cette question-là. Je sais que bon nombre de personnes attendent ces vaccins pour se faire vacciner et on a la preuve justement que les pays riches ne sont même pas encore totalement approvisionnés. Alors moi j'ai juste envie de vous poser, de mener un petit débat ici, même s'il est très court. On a vu des situations sanitaires dans ce monde-là qui étaient même pires que le corona. On a connu le sida par exemple. Pendant que le sida faisait des ravages en Afrique et que les antirétroviraux ont été trouvés, combien de temps est-ce qu'on a attendu avant d'en avoir gratuitement en Afrique? La question est se poser. Okay. On a connu Ebola. Ebola, il y avait la recherche au niveau du vaccin et du traitement. Combien de temps est-ce qu'on a attendu jusqu'à ce qu'il y ait, et je le dis, bon après ça peut prêter à analyse ou tout ce que vous voulez, à interprétation, mais jusqu'à ce qu'il y ait des Américains touchés pour qu'on découvre qu'effectivement il y a un traitement qui est quand même assez prêt. Spéculation. Spéculation et ça n'engage que moi, il n'y a pas de problème. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On a Covid, les pays riches ne sont même pas encore totalement approvisionnés et miraculeusement, tout le monde veut aider l'Afrique. Non, mais je pense tout le monde veut envoyer des vaccins gratuitement en Afrique. Moi, je me pose quand même quelques questions, je suis un peu sceptique. Pour répondre à cette question, je pense que la propagation du Covid-19 est, je pense, beaucoup plus... Oui, est particulière. Mais elle n'est pas liée à l'Afrique. Sur le continent africain, justement, on a des taux de contamination qui sont moindres que chez eux. Oui, mais l'Afrique reste un pays qui est ouvert au monde. Le sida, c'était pas pareil. Le sida, on ne vous contrôlait pas avant de prendre l'avion. Oui, mais l'Afrique reste... Oui, mais parce que la contamination se fait par le toucher, par... bref, c'est une parenthèse que j'ai ouverte et que je vais refermer. Ce que tu dois retenir, c'est mondialisation. Parce que de toute façon, ces pays dits développés ont des relations commerciales avec l'Afrique. Exactement. Donc, qu'on veuille, ok, ils ont raison, parce que c'est eux qui fabriquent les vaccins, donc ils se mettent en priorité, ils ont totalement raison. Mais non seulement ils se mettent en priorité, pour la première raison, parce qu'il y a la fabrication, mais ensuite, en termes de cas, en termes de létalité, forcément, il faut reconnaître qu'ils en souffrent beaucoup plus que nous. Ils en souffrent beaucoup plus que nous, donc forcément, ils vont se mettre en priorité, et forcément, ils ont les chercheurs, ils ont la technologie pour pouvoir développer ces vaccins rapidement, et du fait que c'est une pandémie mondiale et que ce n'est pas une épidémie, ça nécessite une réponse rapide et c'est ce que on a assisté global. D'ailleurs, je sais qu'il y a justement au dernier sommet, là, les chefs d'État ont décidé de se pencher particulièrement sur la situation des vaccins et de l'Afrique, qui est un petit peu le parent. Moi, je comprends le scepticisme de Serge parce que c'est celui de beaucoup d'Ivoiriens. On entend même dire, moi, je n'irai pas justement me faire vacciner, je ne serai pas le cobaye, parce qu'on se dit... Effectivement, ils n'ont même pas fini de se soigner eux-mêmes, eux qui ont le plus fort taux de létalité, qu'on reçoit des vaccins gratuits en Afrique. C'est vrai que ça amène quand même à se poser des questions. Oui, mais de toute façon, c'est un monde fait, là, c'est très concret. Le Ghana vient de recevoir ses doses. AstraZeneca, ça n'a pas été retiré en Afrique du Sud? Oui, non, ça a été la vaccination a été suspendue. Ça a été suspendu en Afrique du Sud. La vaccination a été suspendue
à cause du fait Il y a qu'elle une n'est pas, elle est plus adaptée. efficace Par concernant rapport le ouais, variant le variant, ouais. sud-africain. Mais on parle justement de ce Voilà. variant-là aujourd'hui. On n'a pas de vraiment variant beaucoup. sud-africain pas, mais en Côte d'Ivoire voilà, ni au en tout Sénégal cas pour qui a été l'instant. détecté pour l'instant. Et puis ça aussi, c'est un point important, ok, tu l'as mentionné, le fait que au niveau de l'Afrique du Sud, lorsqu'ils ont reçu les 1 million de doses, parce que c'est 1 million de doses qu'ils ont reçues, ils ont fait vérifier l'efficacité du vaccin qu'ils ont commandé à AstraZeneca. Ils ont fait vérifier par leur université au niveau c'est pas mal, de Johannesburg. Ils ont fait vérifier l'efficacité de ce vaccin avec le variant. Ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Et donc aujourd'hui, ils ont 1 magnifique, million ça. de doses. Ben, Cette Ils Afrique-là essaient qui de nous les plaît. vendre. L'Afrique, voilà, on reste les autres vigilant. pays africains On devraient en n'accepte rester pas tout. Et Ils ont vient 1 de million de l'extérieur. doses en ce moment qu'ils essaient de revendre en ce moment à l'Union africaine parce qu'ils veulent s'en débarrasser parce que finalement ils ne peuvent plus l'utiliser par exemple. Donc Encore heureux qu'on ait des j'espère qu'on universités pourra aussi également faire dans ce genre les de pays test. de Je l'Union pense qu'on Exactement. recevra le vaccin Pfizer puisque c'est Pfizer Moderna qu'on est censé recevoir dans les prochaines prochains Les semaines prochains jours. Prochain jour. pour voir si effectivement, Être prochain jour, oui, si c'est efficace Oui, parce que- également sur le territoire. Vous dites prochain jour, parce que nous, ici, sur ce plateau-là, pour ce que vaut la VAR, nous avions reçu le ministre de la Santé et il nous avait dit ça. Donc, par rapport à ça, nous avons donc fait les démarches qu'il faut pour que avant le 15 février, en tout cas fin janvier, nous puissions recevoir. Monsieur, voilà. monsieur, On est le combien? On est le 24. On est le 24 Le février. 24. Ouais. Mais Bon, il y a peut-être un retard. il y a Nous peut-être sommes un toujours retard, en février. espère. Nous sommes toujours en on février espère et le que Ghana d'ici- voisin a reçu Voilà. hier. Oui, Donc, le Ghana certainement voisin, que nous donc, sommes les voilà. prochains. Et puis Le d'autres ministre- pays l'ont reçu, voilà. les Seychelles, le Zimbabwe, l'Égypte, la Guinée équatoriale. Donc on n'est pas, on ne sera pas les premiers à recevoir le vaccin finalement. Voilà, tout le monde nous a dévancé. Pour ce que vaut la VAR, j'ai vraiment envie de repasser cette vidéo. Voilà. Non, c'est bon, on l'a Est-ce que vous avez compris? On a compris. on a coché les dates dans nos calendriers, c'est Bon, bon. quelque chose de beaucoup plus léger, hein, un tout petit peu, c'est au niveau de notre petite info, on parle de vaccin. Alors, il y a des petits malins. Justement, on voit que tout le monde est prêt à tout pour se faire vacciner, se faire immuniser contre le virus à Covid-19. Et pendant que nous, on attend nos vaccins en Côte d'Ivoire, c'est deux femmes en Floride, aux États-Unis, qui se sont déguisées en grand-mère pour essayer de se faire vacciner. Ne riez pas, parce que je rappelle que la campagne, justement, dans cet État des États-Unis est réservée pour le moment aux personnes âgées d'à partir de 65 ans. Oui. Et bien, c'est pour répondre à ce critère, justement, que les deux bonnes femmes se sont déguisées en mettant sur elles des bonnets, des gants, des lunettes pour ne même pas être reconnues. Ils ont regardé beaucoup de films d'Eddie Murphy. Incroyable, mais vraiment. Avant justement de se Dr. rendre dans un Dolittle. centre de vaccination. Mais ce qui va vous choquer, c'est que le plus impressionnant, elles ont pu présenter une carte qui montrait qu'elles avaient déjà reçu une première dose. Donc ça veut dire que le stratagème était déjà passé une première fois, qu'elles ont pu recevoir la première dose. Et là, elles revenaient pour leur deuxième dose, justement. Et ça, ça va. Donc, en tout cas pour cette fois, elles ont Elles se été sont fait- découvertes. Ah, ok. Non, elles ont été découvertes, donc elles n'ont pas reçu de dose, mais aucune plainte. Non, mais si elles ont reçu la aucune première, charge. il faudrait qu'on leur donne la deuxième quand même. Je veux dire, même si on va les mettre en prison. Autant faire en même temps. Parce que Non, mais je veux dire. En tout c'est cas, déjà pour le cassé. moment- C'est déjà vrai qu'on va gâté. faire, mais on va les mettre en prison. Oui, parce que sinon. Non, on ne va pas les mettre en prison parce qu'il faut noter que justement le média qui a publié cette information a informé qu'aucune charge n'avait été retenue contre elles. Elles sont seulement rentrées à la maison, On l'a dit, le mais paquet. n'ont pas reçu leur deuxième dose. Mais Donc on ne sait pas ce qui maintenant, peut se voilà, passer. Exactement. On ne sait Entre-temps. pas ce qui peut se En passer. tout cas, la Floride, moi j'ai grandi en Floride, aux États-Unis. Je peux vous dire que c'est un sacré État. Hein. Il y a tout ce qui se passe de scandaleux, de très. spécial. Voilà, de spécial aux États-Unis. La c'est en question que Floride. je me suis posée, c'est de savoir, justement pour justifier l'âge, normalement, on présente une pièce d'identité. Oui, mais ça Est-ce c'est que, fake ID, ça c'est facile ça. Ça, c'est rien. De faire des fausses cartes En plus, d'identité. elles sont pas- c'est Mais- pas et ici, puis- c'est pas- donc, Et puis, il faut savoir qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a des personnes qui font des infirmiers ou des infirmières qui font des trafics de vaccins. C'est-à-dire que pour de l'argent, vous les payez et puis vous pouvez passer justement pour vous faire vacciner voilà, contre le Covid-19. La fraude au vaccin. Mais pendant qu'il y en a Ouais. qui n'ont pas envie de se faire vacciner, il y en a Non, il y en a, d'autres qui, en tout cas aux États-Unis, qui sont prêts à beaucoup tout. de Ils sont gens prêts à veulent le se faire. faire vacciner. Surtout, Non, bah, il ils ont atteint 500 000, plus de 500 000 morts. Il ne s'agit pas de ne il y pas a avoir 2 envie jours. de se faire vacciner, mais il s'agit de prendre des précautions et de ne pas s'ériger en, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu fort, mais en poubelle du monde. C'est ne vraiment pas un peu fort, non je plus. vous le dis. Non, mais, non, c'est il comme faut si je vraiment disais, prendre ses ne pas non responsabilités. plus à l'opposé, ne pas non plus s'ériger
un activateur de la théorie du complot également. Et puis ne pas faire le Non, malin non, parce faut que pas c'est pas nous qui relativiser fabriquons comme les ça. vaccins, donc on n'a pas le choix. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il faut juste qu'on soit vigilant. Alors moi j'ai une question pour L'Afrique Brice. du Sud a fait pour faire vérifier ces vaccins, c'est magnifique, c'est parfait. Moi j'ai une question Et pour fact-checking. Brice parce que j'ai vu que tu attends fermement les vaccins qui doivent arriver en Côte d'Ivoire. tu en parles tous Est-ce les que tu soirs seras à sur ce plateau. l'aéroport ce jour-là? Non, même pas. On sait que les premières La santé doses. a promis de m'inviter quand ils arrivent. Non, mais les premières doses en Côte d'Ivoire vont être réservées pour les médecins, pour les personnes à risque. En quoi est-ce que tu vas te déguiser? Je sentais qu'il y avait un truc dont il fallait que je me méfie. Voilà, on va mettre fin à ce débat. On va arrêter tout de suite. Et c'est ici qu'on va fermer les portes de notre Life Actu ce soir. On marque une pause et on retrouve tout à l'heure notre invité. Notre invité du soir ou du jour est un haut diplomate ivoirien. Il est depuis mars 2018 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire auprès des États-Unis d'Amérique. Son Excellence M. Amadou Aïdara nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Merci, en dépit de vos nombreuses occupations, en tout cas de votre présence en Côte d'Ivoire. Vous en profitez pour être avec nous, ça nous fait énormément plaisir. Merci beaucoup, Excellence. Alors, Excellence, justement, on le disait tout à l'heure, depuis mars 2018, vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire auprès des États-Unis. Comment fonctionne l'ambassade de Côte d'Ivoire? Petit état des lieux. L'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis États-Unis fonctionne comme toutes les représentations diplomatiques. Ça veut dire qu'au sein de l'ambassade, on a différents services consulaires, on a un service de tourisme, on a un service économique, et on a un service d'attaché militaire qui s'occupe des relations militaires. Et ensuite, on a un service étudiant qui s'occupe, on a énormément d'étudiants ivoiriens aux États-Unis, donc ils sont en charge de la gestion des étudiants. Donc tous ces services fonctionnent comme des mini-ministères et qui s'occupent des secteurs bien particuliers. Donc, ils fonctionnent relativement bien. On fait partie d'une catégorie d'un rang diplomatique de rang 1. Ça veut dire que c'est des ambassades majeures comme Paris et Washington. D'accord. Et quelles sont vos missions? Alors, la mission, c'est d'avoir la représentation. C'est-à-dire qu'en tant que tel, nous assurons la représentation de l'État de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et pour gérer la relation diplomatique. Les relations diplomatiques sont régies par la Convention de Vienne, qui permettent à deux États d'avoir une relation. Elle peut être amicale comme inamicale, mais au moins la Convention gère la relation, elle met des limites et les règles pour que deux pays puissent fonctionner. Peut-être à titre d'exemple, pendant la guerre froide, il a fallu bien que la Russie et les États-Unis continuent d'avoir des relations, même si c'était inamical, mais donc ceci est régi par la représentation diplomatique. Ça leur permettait de communiquer, même si l'amitié n'était pas au rendez-vous tout le temps. Donc, Justement, j'ai demandé en parlant d'amitié, comment se portent les rapports diplomatiques aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis? Alors, on peut dire que les rapports sont vraiment excellents entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. J'ai été en poste depuis 2018. En 2018, on était sous l'administration Trump. Et sous cette administration Trump, qui a fait le constat que peut-être en termes de relations avec l'Afrique, c'est une administration républicaine. Ça veut dire que républicains aux États-Unis, ça veut dire qu'ils sont très peu d'États et beaucoup d'affaires. Donc, ils sont beaucoup focus sur la diplomatie économique. Et nous, déjà en termes de vision, de stratégie, on avait mis l'option sur la diplomatie économique. Et donc, les États-Unis, ils avaient fait une analyse de toute l'Afrique, qui était devenue un terrain géostratégique, économique. Et sous ces auspices, ils ont classé l'ensemble des pays africains. Et la Côte d'Ivoire est sortie deuxième en termes d'attractivité. Et sous ces auspices, ça donnait un peu déjà le ton. Et ça nous a permis de pouvoir bénéficier, de pouvoir exploiter cette opportunité en termes d'attractivité pour développer la relation. Elle est excellente. Mais justement, qu'est-ce qui va changer maintenant que le régime est devenu démocrate aux États-Unis par rapport à ces... Normalement, ça ne va pas changer grand-chose en tant que tel. Je vous ai dit que la relation est centrée essentiellement sur les intérêts économiques. Les États-Unis représentent un marché important pour les États-Unis. C'est un gros importateur de cacao, de noix de cajou. Et aussi, mais en termes de balance commerciale, nous sommes excédentaires. Ça veut dire que nous vendons plus aux États-Unis que les États-Unis vendent en Côte d'Ivoire. Et donc, mais comme cette relation est pilotée par les intérêts économiques, pas beaucoup de choses vont changer. C'est vrai que l'administration en général démocrate est beaucoup plus regardant sur les questions des droits de l'homme et tout ça. Mais comme nous pensons que nous n'avons pas
et grand challenge assez nouveau, ça devrait pouvoir bien se poursuivre. Justement, puisqu'on parle de cacao, on parle d'échanges économiques qui vont se poursuivre. Est-ce qu'on peut avoir la primeur, peut-être, pourquoi pas, de cette politique-là que les États-Unis ont décidé peut-être de mener pour accompagner les producteurs ou carrément l'État de Côte d'Ivoire dans la production de cacao, dans la production saine de cacao? Oui, production saine, vous faites allusion au travail des enfants, qui était une problématique. Effectivement, les États-Unis se préoccupent des conditions de vie des producteurs de cacao. Et sous cet auspice-là, je pense que déjà en 2001, ils s'étaient inquiétés un peu des conditions de production, donc l'usage des enfants dans les exploitations cacaoyères. Et ils avaient mis en place, comme on appelle, un protocole Akin-Engel, qui était un protocole qui surveillait un peu la production du cacao. Elle devait être exempte du travail des enfants. Et c'était des conditions draconiennes. Et ça a mis assez de pression sur les pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana. AE2 représente 70% de la production. Mais je pense que les mesures ont été prises, ont aussi pris des mesures d'accompagnement pour aider à résoudre des problèmes logistiques, des problèmes, je vais dire, d'infrastructures, je vais dire la mise en place des écoles. Il faut que les écoles soient rapprochées des plantations pour que les enfants aient le temps d'aller à l'école plutôt que d'aller ailleurs, qu'il y ait des infrastructures sanitaires. Donc, on bénéficie d'un programme assez spécial. Pour revenir à l'ambassade et à son fonctionnement, vous représentez donc la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Est-ce que les Ivoiriens sont très friands de fréquenter leurs ambassades? Ils sont très nombreux à fréquenter leurs ambassades. Pour quelles raisons ils vont à l'ambassade en général? Alors, la première raison pour un Ivoirien, c'est de recourir au service des prestations consulaires. Prestation consulaire, ça veut dire qu'il vient pour renouveler son passeport, il vient pour faire ceux qui sont ivoiro-américains, qui viennent faire un visa, il faut avoir droit au service consulaire. Alors nous, dans notre mission, on a quand même pour responsabilité de nous occuper de cette diaspora. Sous cet auspice, quand nous avons fait l'état des lieux, il a fallu changer la dynamique des rapports. Il fallait les attirer autrement. Alors, c'est une diaspora qui est compétente, elle est professionnelle, elle est très bien formée. Alors, nous avons mis en place un programme qu'on appelle le Forum des compétences. Notre première année, nous avons organisé ce forum pour recenser toute la compétence ivoirienne un peu partout aux États-Unis. On a été surpris de voir des fréquentations, des gens qui étaient à la NASA, qui avaient des doctorats. Et on a été missionné pour les intéresser à la Côte d'Ivoire, comment on pouvait bénéficier de leur expertise en Côte d'Ivoire. La première année, c'était très bien. On a eu peut-être une centaine de participations. On a compris un peu leurs problématiques. Ils voulaient bien rentrer, mais rentrer pour faire quoi? Et c'était la grande question. Et alors, la deuxième année, nous avons invité des hommes d'affaires ivoiriens, notamment le président du patronat, l'ancien président du patronat, M. Jean Kakou Diagou, qui est venu, qui leur a expliqué un peu le parcours de l'entrepreneur type, de telle sorte à les motiver que s'ils rentraient, ils n'étaient pas obligés d'aller à l'emploi, mais ils pouvaient être des entrepreneurs. Donc, un peu, on a changé cette dynamique des rapports, ça a créé un peu d'attractivité par rapport à notre mission. On va parler un peu de chiffres, Excellence, avant que Sophie pose sa question. J'allais rebondir sur ça. D'accord. Bon. Déjà, Excellence, combien d'Ivoiriens aujourd'hui on a recensé aux États-Unis? Ils sont combien ces Ivoiriens qui sont? Alors, grosso modo, je pense que c'est une opération que nous avons entamée pour bien la fidéliser. Il y a beaucoup de chiffres qui se disent. Mais en gros, on pourrait avancer le chiffre de 50 000. 50 000 Ivoiriens aux États-Unis. Et combien de représentations diplomatiques? Alors, en termes de représentation, nous sommes la mission, elle est basée à Washington. Et comme on fournit des services consulaires, donc on a un consulat général qui est à New York où quand même on a un bon nombre d'Ivoiriens. En plus des missions de consulat général, on a 6 consulats honoraires. Les consuls honoraires sont des personnalités qui ne sont pas forcément ivoiriennes, mais des personnalités qui ont quand même un ancrage économique, qui peuvent être le prolongement de notre action diplomatique et économique. Donc on en a à Houston, on en a à Dallas, on en a à Atlanta, on en a à Los Angeles, on en a à San Francisco. Voilà un peu notre carte diplomatique. Sophie, vous parliez de compétences tout à l'heure. Oui, non, mais bon, on va parler, parce que vous avez parlé justement d'Atlanta, et ça m'a fait, ça ring a bell, comme on dit. Je sais qu'il y a des rapports très proches entre la Georgia State University et puis la Côte d'Ivoire, notamment l'Université internationale de Grand Bassam, et qui a été initiée depuis 1914, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces rapports entre ces deux universités peuvent apporter aux étudiants ivoiriens qui veulent aller poursuivre des études aux États-Unis?
Je pense que c'est déjà une passerelle. Le fait que l'Université de Grand Bassam n'ait pas fait de la publicité soit en rapport avec l'Université de Georgia State, c'est un rapprochement, ça participe de cette politique de proximité. Et donc, c'est une relation qui se passe très bien. Et nous, en tant qu'État, on a quand même 300 étudiants qui sont boursiers et chaque année, 300 boursiers étudiants ivoiriens qui sont aux États-Unis. Et donc, nous privilégions l'université de Georgia par rapport à ces boursiers. Donc, je pense que l'État de Georgie, et non seulement Atlanta, est symbolique pour la Côte d'Ivoire parce qu'on a un grand ami là-bas qui est l'ambassadeur Andrew Young, que vous connaissez, qui a été maire, qui est très engagé pour la cause de la Côte d'Ivoire. Si tu permets, Serge. Justement, pour continuer, donc si on prend le cas de ces boursiers, une fois qu'ils ont fini la formation, est-ce que c'est facile pour eux d'intégrer le milieu professionnel? Milieu professionnel en Côte d'Ivoire? Aux États-Unis aussi. Aux États-Unis. Notre intérêt, nous, si on donne une bourse à un étudiant, pas qu'il reste aux États-Unis. On a besoin d'un transfert de compétences. Donc, nous, on ne fera rien pour les encourager à rester aux États-Unis. On les encourage à rentrer. Et généralement, est-ce qu'ils rentrent? Parce qu'on sait que pour certains, l'Eldorado est ailleurs. Pour certains, ça dépend des filières. Pour les filières classiques comme le management, beaucoup rentrent parce qu'effectivement, pour des filières très pointues, j'ai des gens qui ont fait l'astronomie, les gens qui sont à la NASA. Bon, je pense que pour les questions des débouchés, ils attendent un peu plus. Mais est-ce que justement, ils ne peuvent pas créer des opportunités ici? Parce qu'on a besoin de ces savoirs et de ces compétences aussi sur le continent africain. Ah oui, justement, ils peuvent créer des opportunités. C'est pour ça que nous avons fait le forum de compétences. Okay. Nous, quand on a fait le forum de compétences en 2018, qu'on a identifié ces Ivoiriens, j'étais totalement surpris de la qualité et du nombre des Ivoiriens. Ayant échangé avec eux, j'ai compris la problématique pour eux. Ils voulaient bien rentrer, mais voyez, le niveau auquel ils étaient pour rentrer dans quelles conditions? Alors, nous avons aiguillonné, on a identifié la problématique, il fallait les orienter vers l'entrepreneuriat. Beaucoup de points de conseil. Et effectivement, c'est pour ça que nous avons fait venir le président du patronat, qui est lui-même en tant que tel un profil assez spécialisé, un cas d'exemple en tant que mentor, qu'ils ont entretenu, et je pense que ça fait des émules. Parce que juste après ça, j'ai vu un ou deux qui sont là. Il y a un qui est venu, qui s'installe à l'NCA, qui a eu un projet qui se développe très bien. Alors justement, c'était la question que j'avais envie de poser. Merci de l'avoir lancé à ma place. Mais pour en arriver au chiffre, justement, vous avez dit qu'on a 50 000 Ivoiriens à peu près qui vivent aux États-Unis. Je pense que vous avez vraiment embrassé le combat de faire entrer la plupart de ces Ivoiriens-là qui sont potentiellement des investisseurs pour ce pays-là. Et c'est, je pense, un petit manque à gagner pour nous de les avoir tous là-bas. Donc je crois que c'est un peu votre combat aussi. Est-ce que, après ce que vous venez de nous expliquer, est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui qui parlent? Est-ce qu'on a des investisseurs ivoiriens vivant aux États-Unis qui viennent, qui sont identifiés dans les secteurs d'activité ici? Ah oui, je ne peux pas être précis en termes de chiffres, mais moi j'ai quand même des exemples. Et j'ai dit qu'après le forum, j'en ai identifié 2 ou 3 qui sont rentrés, mais qui, quand je dis rentrés, qui ont investi et qui ont entrepris des affaires et qui sont prospères aujourd'hui dans les data science, qui est venu, qui s'est installé à l'MCA, à l'école des statistiques, et qui a fait une collaboration avec l'école des statistiques. Après une année de collaboration, il me disait qu'il contribuait pour 50% dans le budget de l'école des statistiques. Ouais. Il y a 2 autres aussi qui sont dans le BTP. Il y en a qui rentrent. Et je pense que pour moi, c'est un bon mouvement qui est amorcé. Alors, nous allons continuer. Malheureusement, en 2020, on n'a pas pu organiser le 3e forum qu'on comptait organiser. Mais dès l'instant que les conditions permettent, on va reprendre. Très bien, Excellence, on va aborder un volet beaucoup plus social. Ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils sont 50 000. Parmi eux, il y en a qui ont de bonnes compétences, qui travaillent à la NASA, mais il y en a également qui sont en situation très difficile aux États-Unis. Aujourd'hui, quel rapport l'ambassade a avec ces Ivoiriens, ou quel rapport ces Ivoiriens ont avec leur ambassade dans un premier temps? Alors, et comment on les accompagne? Effectivement, on a un service social. Je peux dire qu'aux États-Unis, la plupart des gens, quelles que soient leurs conditions, quand même, il y a des allocations, comme tout État organisé, qui bénéficient, mais au sein de l'ambassade, on n'a pas de grandes possibilités. Alors, je ne voudrais pas le dire à l'antenne, il ne faudrait pas que ça ouvre des appétits, on ne peut pas répondre, mais nous les assistons, on a quand même des possibilités de les assister administrativement déjà,
Et puis au cas où il y a des situations critiques, nous assistons. Si les Ivoiriens, par exemple, sont dans une situation difficile, qui veulent rentrer, est-ce que l'ambassade organise des retours au pays? Alors, pas systématiquement. Nous avons dû organiser 3 rapatriements pendant le Covid. Ils étaient dans des situations difficiles et il fallait trouver des moyens. Donc, nous avons fait 3 vols spéciaux pour les faire rentrer. Oui. Est-ce que vous avez eu des plaintes ou on vous a signalé peut-être des cas lors des manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis par rapport à la communauté ivoirienne où tout s'est bien passé? On n'a pas eu de plainte. Vous n'avez pas eu de consignes particulières pour les Ivoiriens vivant aux États-Unis? Non, pas à ma connaissance. Bon, écoutez, la plupart des Ivoiriens sont binationaux. Beaucoup sont binationaux. Donc, ils ont le droit de faire de la politique dans leur État. Donc, quand ils font de la politique dans leur État, nous, on ne les considère pas comme des Ivoiriens. Ils sont dans le droit américain. Et justement, vous parlez de politique, Excellence, on va aborder ce point-là. Les Ivoiriens sont des Ivoiriens. C'est vrai qu'ils sont peut-être binationaux, c'est vrai qu'ils peuvent s'intéresser à la politique des États-Unis, mais s'intéressent aussi à la politique de Côte d'Ivoire. Ah oui. Et vous représentez un tout petit peu l'État de Côte d'Ivoire, vous représentez même l'État de Côte d'Ivoire, qui est dans cette logique-là de rassemblement, qui est dans cette logique de réconciliation. Est-ce que vous ressentez les mêmes impacts de la politique qu'on a ici, là-bas, et comment vous gérez cette situation? Alors, la diplomatie, c'est rien d'autre, hein. C'est le reflet de la politique intérieure. Nous sommes en train on exhibite, on essaie de présenter ce qu'il y a là. Donc, les mêmes structurations pour de politique intérieure se retrouvent exportées là-bas, tranquillement. Alors, nous, en tant qu'État, on a une obligation, surtout en tant que mission diplomatique de réserve. Donc, on fait des prestations pour tout le monde. Et donc, pendant toutes les périodes difficiles, il y a eu toutes possibilités de manifestations d'opinion librement. Nous sommes dans un pays de liberté, donc effectivement, c'est même une demande politique récente. Alors nous, on reste dans notre rôle administratif de neutralité, aussi d'équité vis-à-vis de tout le monde. Donc, alors moi, j'aimerais revenir sur la situation qu'on vit actuellement de la crise sanitaire due au Covid-19 et parler plus précisément des étudiants. Parce que l'année dernière, on sait que l'administration Trump avait décidé de rapatrier les étudiants étrangers qui étaient aux États-Unis parce que les universités fermaient et que les cours étaient dispensés en ligne et considérait que ces étudiants-là n'avaient pas à traîner, entre guillemets, sur le territoire américain. Aujourd'hui, quelle est la situation des étudiants ivoiriens sur le territoire américain, qui sont les étudiants internationaux qui sont sur le territoire américain? Alors, la plupart on n'a pas été confronté à un cas spécifique, à ce genre d'extrémité. Je pense que la plupart des universités, après le Covid, ont rajusté le programme. Les programmes étaient en ligne. Donc, mais il y a des étudiants qui ont demandé à rentrer. D'accord. Tous ceux qui étaient boursiers, on a traité ces cas. Et donc, je vous ai dit qu'on a organisé 3 vols spéciaux. Et beaucoup sont entrés en faveur de ces vols spéciaux. Donc, et ils pourront revenir dès que les frontières vont réouvrir? Oui, bien sûr. Ce soir, nous avons l'insigne honneur de recevoir à nos côtés, en tout cas de recevoir sur ce plateau, je disais, malgré de nombreuses occupations, je sais que depuis que vous êtes là, son Excellence, Monsieur Mamadou Aïdara. Je vous rassure, parce que pendant que je vous parle, il y a une autre voix qui me parle. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, vous êtes ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Excellence, merci d'être avec nous pour aborder ces questions de diplomatie, de représentation et parler de un tout petit peu, connaître des nouvelles, on va dire ça comme un fan d'Afrique, de nos frères qui sont aux États-Unis. Serge, vous avez une question pour Oui, Excellence, je suis un jeune Ivoirien. Par exemple, aujourd'hui je suis le Live Talk parce que je suis passionné des États-Unis. Les États-Unis, le pays de la liberté, du rêve américain. Je suis très brillant à l'école, je passe tous mes diplômes, je viens peut-être d'avoir mon bac et je rêverais d'aller étudier aux États-Unis. Malheureusement, je suis issu d'une famille très pauvre. Aujourd'hui, je vous vois sur Live TV. J'ai l'occasion d'entendre l'ambassadeur des États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jeune-là? Alors, ce que je peux dire à ce jeune, il peut continuer de rêver, mais rêver pour de vrai, parce que la Côte d'Ivoire, depuis, nous on a bénéficié de ça depuis des années, donne des bourses d'excellence à des étudiants. Ça existe. Ça existe. Nous avons à peu près 300 boursiers dans des secteurs pointus
que l'État du Côte d'Ivoire entretient. Ça fait partie des rares pays africains qui ont autant de boursiers. Comment est-ce qu'il peut, tout de suite là Alors, d'abord, il faudra d'abord qu'ils finissent avec le cycle ici. Les étudiants qui partent aux États-Unis finissent avec le cycle, à moins vraiment d'être exceptionnels, finissent avec le premier cycle universitaire ici, en fait, le bac plus 4. Ils continuent, après le bac plus 4, ils peuvent faire une demande au service des bourses. Il faut chercher d'abord une inscription, faire une demande au service des bourses. Et en général, beaucoup ne croient pas, mais ça marche. Ça marche, mais c'est très compétitif. On a des statistiques. Comme vous êtes étudiant très brillant, donc je suppose que vous avez fait votre bac, vous avez fait votre bac plus 4, et ensuite vous avez eu votre master, et vous allez au service des bourses. Chaque année, c'est du mois d'avril au mois de juin, et les demandes sont ouvertes. Vous faites l'application générale. Et c'est 300 boursiers par an? Oui, à peu près. D'accord. À peu près. On a 300 boursiers. Justement, tout à l'heure, vous avez parlé de rêver for real. Est-ce que vous pensez que l'Amérique fait toujours rêver les étudiants ivoiriens ou les Ivoiriens En termes d'études, l'Amérique fait toujours rêver. Les grandes universités des renom sont toujours d'actualité. Regardez un pays comme la Chine. La Chine, chaque année, envoie plus de 1000, 2000 étudiants chinois aux États-Unis, les 10 meilleures universités chinoises. C'est comme ça que la Chine est arrivée à pouvoir niveler ce niveau de compétences. Et donc, je pense que ces universités sont toujours compétentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine délocalisation de ces universités-là dans certaines grandes villes, dans certaines capitales, créer la proximité. Mais je pense que pour moi... Mais en dehors des études, on a d'autres types de personnes, en dehors des étudiants. Quand on regarde la montée du racisme, les remous qu'on a pu voir dernièrement, les remous politiques, la crise à coronavirus, etc., est-ce que vous pensez que ça a joué justement sur la façon de voir les États-Unis? Je ne voudrais pas vous suivre un peu dans le développement. Mais bon, comme vous vous arrêtez au coronavirus, je crois que le coronavirus, il est universel, il est mondial. Mais les États-Unis, vous savez, c'est tout de même, quel que soit ce qu'on peut y en penser, c'est la première puissance économique et de loin. Elle est partie pour de loin. C'est vrai qu'il y a la montée de la Chine. De loin, ils sont talonnés. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a la montée de la Chine, c'est vrai. Mais je pense que les États-Unis, quand même, c'est des valeurs. C'est des valeurs. Et le rêve américain, il est possible. C'est-à-dire que beaucoup, il y a les exemples font les gens, qui peuvent partir de moins que rien et puis arriver aux États-Unis. Il existe toujours. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Le racisme a existé un peu partout. Ça continue d'exister de façon sournoise en Europe. Mais pour moi, je regarde en termes de qualité de formation, en termes d'opportunités. Et les États-Unis, peut-être, il peut y avoir du racisme, mais ce n'est pas un pays discriminé. Ça veut dire que si vous remplissez les conditions, vous pouvez habiter là où vous voulez. Et vous n'êtes pas discriminé. Travailler en tant que passerelle entre ces deux pays, hein, je pense. Est-ce que votre mission est habilitée aujourd'hui dans la recherche, pourquoi pas, d'investisseurs dans certains secteurs d'activité en Côte d'Ivoire? Ah oui, bien sûr, ça c'est notre mission. Nous, la mission qu'on a reçue quand on est nommé comme ambassadeur, on vous donne ce qu'on appelle une lettre de mission. Dans la lettre de mission, l'un des points saillants, c'est la diplomatie économique. Et avant d'occuper ce poste, j'étais déjà à la mission en tant que directeur du bureau économique. Et donc, je pense que peut-être que c'est ce profil qui a prévalu un peu au choix. Quels sont les secteurs, justement, qui sont les plus demandés, on va dire, par les potentiels investisseurs américains qui investissent en Côte d'Ivoire? Ah oui, d'abord les nouvelles technologies. Toutes les nouvelles technologies, les États-Unis sont très présents dans les nouvelles technologies. Et tous les secteurs industriels aussi, tout ce qui est transformation du cacao, quand vous voyez un peu la répartition des entreprises américaines, je ne veux pas faire de publicité, mais tous les majors américains dans l'industrie, dans l'agro-industrie, sont présents en Côte d'Ivoire, exercés aussi. Le secteur aussi des services, il y a une banque américaine que tout le monde connaît depuis 1960 et qui existe en Côte d'Ivoire. Les médias? Oui. Les médias, je pense que peut-être, je pense qu'il y a la résistance de la langue, mais je pense que ici, j'en parlais, vous devez être un peu plus proactif. Vous devez être un peu plus proactif pour pouvoir aller, effectivement,
vers ses collaborations avec ces médias américains, je pense qu'il gagnerait, beaucoup parce que l'Afrique est vue aux États-Unis comme un marché potentiel. L'orientation sur l'Afrique, sur le marché, l'Afrique est devenue un enjeu géostratégique. La Chine y est, les États-Unis sont. Les États-Unis ont reformé toute leur politique vis-à-vis de l'Afrique. Elle est devenue beaucoup plus économique et ils ont imité la Chine, ils ont mis en place des instruments de promotion, ils ont mobilisé des financements. Les États-Unis ont mobilisé aujourd'hui à peu près 60 milliards d'investissements targetés sur l'Afrique, à l'image de la Chine. Donc c'est là que ça se passe. Mais tout à l'heure, en fait, quand on revient sur les investissements, vous avez parlé donc de tous ces secteurs qui sont présents en Côte d'Ivoire, toutes ces entreprises. Mais plusieurs personnes se plaignent que ces rapports ne sont pas des rapports win-win. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Moi, je pense que ce que je remarque, ce que je constate dans les entreprises américaines, elles sont ethical. Elles ont de l'éthique. Oui. Elle pratique l'éthique. Ça veut dire qu'une entreprise américaine, quand elle s'exporte dans un pays, elle n'exporte pas la main-d'œuvre. Vous voyez, si vous prenez l'ensemble des entreprises américaines qui sont présentes en Côte d'Ivoire, vous ferez un peu le management. La plupart des managers sont des locaux. Et les capitaux. Et ça, c'est quand même assez important. Alors, je pense que c'est une situation qui est de win-win pour les... Alors, Excellence, on parle de situation coronavirus, de la situation de la crise sanitaire. L'ambassade, il y a eu la suspension des actes consulaires jusqu'au le délai c'était le 1er février. Oui. Donc, en ce moment, quelle est la situation? Ah oui, on a repris, on a réouvert totalement. Nous sommes à un niveau où tous les services ont repris. On avait ouvert, on fonctionnait. Après, on a dû fermer pour le corona. On a eu des cas. Malheureusement, on a dû refermer. Et bon, en mode télétravail, on a réouvert totalement, on est totalement fonctionnel. Alors, en plus des États-Unis, vous couvrez d'autres pays? Ah oui, oui, notre carte diplomatique, il y a toutes les îles, Bahamas, République dominicaine, Jamaïque. Il y a des Ivoiriens là-bas? Hawaï. Il y a des Ivoiriens là-bas? Bahamas, bien Très sûr. bien. Il y a en Haïti, oui, bien sûr. J'ai juste une dernière question, si tu me permets. Donc, Excellence, vous êtes un diplomate qui est proche de la jeunesse de la diaspora, mais également de la jeunesse sur le continent et en Côte d'Ivoire. Quelles sont les initiatives que vous, personnellement, vous avez mis en place pour aider justement ces jeunes-là en Côte d'Ivoire? Alors, moi, je suis très porté sur l'entrepreneuriat. C'est un peu mon profil. Je pense que la solution à l'Afrique, la solution par l'épanouissement, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, en tant que tel, j'ai des initiatives privées en termes de fondations qui aident à mon niveau et que nous sommes en train de développer, qui permet de pouvoir donner des conseils, parce que moi-même j'ai un profil d'entrepreneur, donner des profils et puis trouver des financements à un certain niveau pour pouvoir y assister. Je pense que c'est la clé. Ouais. Excellence, vous êtes en Côte d'Ivoire en ce moment, vous êtes en vacances? Non, nous sommes en mission. Oui, parce que quand on voit un ambassadeur revenir au pays, vous a-t-on rappelé pour vous donner quelques petits conseils? Non, nous sommes en mission parce que nous sommes en mission. Voilà. Très bien, c'est bien noté. En tout cas, on est très, très heureux de vous avoir eu à nos côtés ce soir pour nous expliquer un tout petit peu le fonctionnement de votre mission aux États-Unis. Je pense que tous mes camarades sur le plateau là, vous remercient d'avoir été avec nous. Alors moi, je voulais vous remercier. Je voulais vous féliciter de ce que vous faites et que vous participez à la régulation des activités. Vous êtes un vecteur assez important. Et je pense que c'est avec plaisir que vraiment nous vous assistons et que aussi, voilà. Merci. Et vous nous regardez depuis les États-Unis? Et nous regardez depuis les États-Unis. Voilà. On aurait dit see you. Thank you. Bye. On a eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là. Pour le décryptage, Serge Kouachi, Rana Assi, Sophia Eda, Edith Broubleu et toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. On vous retrouve très très bientôt. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.